wat gaan we doen? Nu, vandaag, we gaan bij Katrien Moreau, onze burgemeester in de Waardkapoen. Kom allemaal. Bonjour. Bonjour. Catherine Moreau. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir ici au Centre culturel de Waardkapoen. Alors, tout d'abord, comment vous, en tant que personne, vous vivez le confinement? C'est un moment assez particulier où on sent qu'on est privé de liberté, on se rend compte de la liberté qu'on a d'habitude. Et c'est également plus compliqué parfois dans les relations avec ceux qui vivent sous le même toit. C'est en même temps des moments de grande joie et de grande complicité. Et puis parfois des tensions aussi. On pète les plombs parfois. Et c'est pour ça que c'est si important aussi, ça a été important dès la première semaine pour nous à Molenbeek, de mettre en place une plateforme de solidarité qui permet aux plus âgés et aux plus fragiles de s'exprimer et d'avoir quelqu'un au bout du fil, un être humain à qui parler. Parce que cette période de confinement, à l'époque, on ne savait pas combien de temps elle allait durer, elle dure longtemps. Et donc être seul longtemps, l'humain n'y est pas forcément habitué. Tout à fait. Vous êtes depuis peu bourgmestre, depuis le mois de janvier, si je ne me trompe pas? Depuis décembre de l'année passée. Décembre l'année dernière, oui. Avant ça, vous étiez médecin. Oui. Et donc, c'est toujours avec ce métier que j'appréhende ma fonction de bourgmestre. Et c'est avec ce métier que j'ai aujourd'hui mis en place les dispositifs qu'il y a à Molenbeek et que j'ai pu choisir la manière dont notre administration allait se comporter et quelle politique on allait mettre en place dans la crise. Comment se porte, avant de rentrer dedans, comment se porte notre commune? Alors notre commune, c'est 100 000 habitants, il ne faut jamais l'oublier, donc c'est une très grande commune. Et en même temps, elle est petite sur son territoire parce qu'on est une des communes les plus denses de Belgique. Donc 100 000 habitants, une commune très dense, et une commune aussi très multiple, tant au niveau culturel qu'au niveau générationnel, et une commune très jeune. Alors un dernier élément, la taille de l'habitation des gens qui est petite par rapport au reste de la Belgique. Et donc avec toutes ces composantes, en fait, on a une commune où les habitants ne vont pas avoir facile à vivre le confinement. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'ils le font très bien. Moi, je suis extraordinairement fière de notre commune aujourd'hui. Nos habitants, ils sont magnifiques. Ils ont pris la mesure de la difficulté, la mesure du danger et la mesure de la nécessité de solidarité. Et donc ils sont au quotidien d'abord extrêmement respectueux des règles et puis ils ont très vite mis en place, embrayé dans les initiatives de solidarité. Je sais que le Waardkapoen en porte plusieurs, donc 2 initiatives de solidarité. Mais on a toutes sortes d'autres habitants qui ont décidé de créer des initiatives de solidarité et puis la commune qui encadre tout ça, puisque moi j'ai tenu à ce que les initiatives de solidarité soient encadrées. Pourquoi? Tout simplement pour qu'elles ne soient pas le lit d'une propagation du virus. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette solidarité-là aujourd'hui, c'est la création de colis alimentaires. Donc on a des lieux de culte qui le font, on a des associations qui existaient déjà comme la vôtre qui le font, et puis on a des associations qui se sont créées, parfois au départ d'un club de foot, parfois au départ d'un café ou d'un restaurant, pour pouvoir créer des colis et aller à la rencontre de ceux qui ont besoin d'aliments aujourd'hui et qui auraient du mal sinon à les trouver. Donc on peut être fier de notre commune aujourd'hui. Voilà. Ik heb ook een vraag. Ja, zegt. Doe maar. Hoe komt het dat die solidariteit in Molenbeek zo groot is? Alors, je pense que c'est une commune solidaire. C'est une commune où les habitants de tout temps ont vécu comme des bons voisins. Et donc ils ont l'habitude, qui d'aller faire les courses pour quelqu'un de plus âgé, qui d'aider à traverser la rue ou d'organiser des grandes récoltes pour un projet souvent très loin où on envoie des sous pour une famille, pour un village, pour une école. Et toutes ces initiatives-là aujourd'hui, elles prennent sens dans la crise du coronavirus pour les citoyens de Molenbeek. Mais j'entends que vous aimez votre commune. Ah ça, Je le j'aime vois. ma commune, ça c'est certain. Alors, on va commencer. Bonjour Madame Moreau, je suis Thierry Lemens, je suis formateur indépendant en gestion de base et professeur en école secondaire. On a vu il n'y a pas très longtemps qu'une bourgmestre avait profité d'une zone grise dans les règles pour permettre aux fleuristes de sa commune d'ouvrir en même temps que les pépinières à condition de proposer des plantes à repiquer et éventuellement du terreau à leurs clients et à condition aussi qu'ils respectent les règles de distanciation sociale.
Et je me demandais en fait si pour Molenbeek, vous seriez prête à transiger ou à profiter de ces zones d'ombre pour permettre à des commerçants soit d'ouvrir plus tôt, soit d'ouvrir plus longtemps, soit éventuellement d'accueillir plus de clients pendant la période de déconfinement qui s'annonce assez longue. Donc, il y a eu un choix qui a été fait d'autoriser les magasins de bricolage et les pépinières à un moment donné de réouvrir, et c'était plus tôt que les autres magasins, puisqu'on sait maintenant que la plupart des autres magasins en fait vont réouvrir le 11 tous ensemble. Voilà. Et donc ce choix il a été fait en se plaçant dans l'idée qu'est-ce qui génère le plus d'interactions sociales, et donc dans une stratégie, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire sans prendre trop de risques à ce moment-là. Bon. Et donc là, le Conseil national de sécurité s'est dit que si on ouvrait les magasins de bricolage et les pépinières, on allait limiter effectivement l'impact économique pour les pépiniéristes, dont c'est vraiment le moment crucial d'activité, tout en prenant extrêmement peu de risques sur la question de la rencontre et de la distance sociale non respectée. Alors, est-ce qu'il est logique du coup de laisser les fleuristes faire la même chose? On sort de la logique puisque les magasins sont d'une toute autre taille et les magasins sont situés ailleurs. Permettez-moi d'insister là-dessus. Les pépinières en général sont des très grands magasins qui ne sont pas situés dans les centres-villes. Et donc c'est une autre dynamique. Et donc est-ce qu'en faisant ça, c'est-à-dire en ouvrant aussi les fleuristes, on prenait un risque trop important par rapport aux bénéfices? J'aurais tendance à le penser. Je ne pense pas que j'ai envie d'autoriser plus tôt que les autres commerces, les fleuristes, à réouvrir, parce que le commerce est plutôt petit, c'est un commerce de proximité, il va y avoir beaucoup de mouvements, et l'impact en termes de bénéfices, oui, mais vaut-il la peine alors qu'on court un risque plus important en termes de santé? Là, je ne dirais pas aujourd'hui, même si la réouverture de tous les commerces avant la réouverture des écoles et la reprise des contacts sociaux, pour moi, il y a une question là, sur ce qui va se passer. Mais voilà, la responsabilité a été prise par le Conseil national. C'est quoi l'inquiétude par rapport à ça? Parce que vous voyez, ça va causer beaucoup de problèmes dans de nombreuses familles. Il y a beaucoup de familles qui vont devoir se poser des questions, où ils vont avoir l'impression, c'est l'impression, de mettre en balance la santé de leur enfant et leur emploi. Ok. Donc je vous vais donner un exemple. Si les deux parents sont vendeurs dans des magasins différents, ils ont donc un patron différent avec une politique d'entreprise différente qui va les appeler à venir travailler le 11. Et puis par contre l'école ne sera pas réouverte. Et donc que va-t-il se passer? Tout à fait. Et là je crains beaucoup que ce qui va se passer est assez classique, c'est-à-dire que celui qui gagne le moins va se mettre en maladie, en retrait, peut-être perdre son emploi, et en général c'est la femme pour garder les enfants. Donc là je trouve qu'il y a une difficulté sociale derrière je trouve que laisser ce choix-là aux ménages et aux familles est délicat et difficile. Alors, on continue. Ça c'est chouette. Bonjour Madame Bourdemez, j'aimerais bien aller à l'école mais en toute sécurité. Est-ce que vous pouvez distribuer des masques, s'il vous plaît? D'accord. Alors, dire d'abord que le masque, c'est un élément de la sécurité, mais ce n'est pas le seul. Il faut surtout penser bien au lavage des mains, la distance sociale. Et là, on est dans quelque chose où le masque a de l'intérêt. Si on portait tous juste un masque, mais qu'on ne se lave pas les mains et qu'on ne respecte pas les distances, en fait, ça, c'est pas très utile. Donc, le masque, c'est un élément de la stratégie de protection. Voilà. Alors, ce qui est proposé par le Conseil national de sécurité aujourd'hui, c'est d'équiper les enfants à partir de 12 ans. Qui va le faire? Le fédéral a commandé 12 millions de masques, donc pour tous les Belges, et la région bruxelloise a commandé encore un masque en plus pour chaque Bruxellois. Donc normalement, relativement rapidement, et ça c'est la grande question, c'est quand, les Bruxellois auraient 2 masques. Bon. Okay. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce qu'ils seront là le 18 mai? C'est possible, c'est dans un certain temps, il nous reste encore plusieurs semaines, donc
peut-être qu'ils seront là. En ce qui concerne Molenbeek, c'est pas compliqué. Nos enseignants, on a déjà une stratégie pour les équiper et nos encadrants de garderie et tout le personnel, c'est-à-dire aussi les gens, les techniciennes de surface et les techniciens de surface, etc., ils sont déjà équipés. Donc à l'intérieur des écoles à Molenbeek, on n'ouvrira pas d'école où il y a un problème de ce côté-là. Alors en dessous de 12 ans, il n'y a pas de décision d'imposer le port du masque et je ne suis pas sûre qu'il y aura des masques pour les plus petits, mais il faut se rendre compte aussi que penser qu'un enfant de 6 ans peut garder un masque toute la journée et que ce sera un apport pour lui, c'est pas évident. Vous savez que si on touche un masque, c'est déjà fichu, on a déjà plus de barrières, etc. Et d'autre part, et ça c'est plutôt pour ce qui concerne la transmission, etc., il faut savoir qu'il semble, dans les dernières études, il semble que les plus petits n'aient pas des charges virales, même quand ils sont infectés, qui les rendent hautement contaminants. Donc voilà, là il y a probablement une logique à ce que nos enfants les plus petits, finalement le bénéfice du masque soit vraiment pas très important par rapport aux ennuis qu'on va leur causer et donc c'est pas le choix qui a été fait. Mais je veux répéter qu'en tout cas la rentrée à Molenbeek dans les écoles, elle se fera avec une sécurité maximale. Oui, j'entends ça, donc vous insistez sur la sécurité. Sinon c'est non. Sinon, c'est non. Alors pour rester encore dans les masques, nous sommes fiers de notre commune mais aussi on est fiers de certains jeunes. Nous allons passer au jeune Imran. Voilà. Bonjour Madame la bourgmestre. Depuis le début du confinement, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin. Comment pouvons-nous les aider? Très court, voilà. Très direct. D'abord, c'est vraiment super de voir que un si jeune garçon se pose cette question. Je trouve ça merveilleux et je pense que ça fait partie aussi de l'ADN du cœur de Molenbeek. C'est super de voir ça. Mais donc on fait beaucoup de choses pour aider les personnes vulnérables. Maintenant, si la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire en tant que citoyen, là je pense qu'on peut afficher la petite affichette de la commune en disant on est au service de nos voisins en mentionnant notre numéro de téléphone, notre nom, etc. pour pouvoir se mettre à disposition. On peut tout simplement se signaler sur la plateforme Solidarité 1080 Solidaritate qui est en ligne sur Facebook, sur WhatsApp accessible aussi et qui permet du coup de dire je suis bénévole. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme de solidarité. C'est justement pour pouvoir permettre à toutes les initiatives d'être supervisées, d'être encadrées, d'être faites dans des règles par rapport à la situation de santé et d'autre part allouer les ressources correctement. Donc il n'y a aucun souci. Dus als ik wil helpen, bel ik gewoon Ja. naar de platform. Ik schrijf mij in en ze zullen mij contacteren om te zeggen u kan Zo dat is doen. het. Ja. Perfect. Met een precieze taak. Ja. Alors, on va clôturer avec une dernière question qui n'est pas la plus facile. Vous avez parlé des règles et parfois les règles ne sont pas respectées. Alors, règles et la police. Alors ici, une réalité qu'une maman témoigne. Oui, bonjour. Voilà, j'habite dans un appartement où en bas de mon immeuble, des jeunes entre 15 et 17 ans à peu près, tuent le temps et discutent depuis le début du confinement. Ils sont généralement 4 ou 5. Et j'ai remarqué que les patrouilles de police ne cessaient de les contrôler. Dans un premier temps, je me suis dit, ils font leur travail tout simplement et c'est normal. Mais très vite, j'ai remarqué que c'était un peu plus que ça. J'ai pu remarquer qu'après un long moment de contrôle identitaire, on dirait, on remettait à ces jeunes un document. Après plusieurs jours de contrôle, on leur remettait un document et j'ai compris par la suite que c'était une amende. Ce qui me gênait plus, c'est ce que je pouvais en tout cas ressentir à travers ma vitre ou à travers mon balcon. C'était vraiment cette gêne. Avoir 10 policiers pour 5 jeunes qui ont l'âge de mes enfants, donc 15-16 ans, tous les jours depuis le début du confinement. Donc je dis vraiment sans hésiter que c'est tous les jours. Voilà. D'accord. Bon, mais il y a une gêne de mon côté. Parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas compris par tous de la même façon. Ce n'est pas 3 voitures de police pour 5 jeunes pour les embêter. C'est
des messages répétés pour expliquer les règles, parce que quand ils viennent et qu'ils ne donnent pas d'amende, ils expliquent les règles. Quand ils contrôlent l'identité, quand ils expliquent les règles, c'est pour identifier ceux qui récidivent après qu'on ait expliqué les règles. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que quand on est dans la crise sanitaire qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a des gens qui meurent parce que 5 jeunes se parlent, attention, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout rassemblement est interdit aujourd'hui, c'est parce que c'est le mode de propagation du virus. C'est d'homme à homme quand on se parle. Donc c'est typiquement ça qu'on ne veut pas. Et ça leur a été expliqué. Et donc là, je suis désolée, à un moment donné, il faut qu'il y ait amende. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas amende plus tôt dans le récit. Parce qu'en réalité, ils font exactement ce qui est interdit. Se rassembler à plusieurs, sans bouger, pour parler. C'est ce qu'on ne peut pas faire. Depuis le début du confinement, on ne peut pas le faire. La règle, c'est quoi? On peut, en tout cas au moment où Madame enregistre, parce que les règles vont maintenant s'adoucir, mais au moment où Madame enregistre, la règle, c'est on peut se promener avec quelqu'un d'autre, une autre personne, à 1,50 m de distance en bougeant. Qu'on ne peut pas rester à 4 ou à 5 au même endroit en parlant. On ne peut pas. C'est la règle. Et ce n'est pas la règle parce que la police a envie d'embêter les jeunes. Madame, elle va être la première pénalisée si elle l'attrape, cette crasse, ou son père ou sa mère, parce que le virus est passé de la famille d'un des jeunes gens à la famille de l'autre jeune gens, parce qu'ils se sont vus. Donc là, si on parle à longueur de journée au même endroit, à 4 ou 5, on est vraiment dans quelque chose qui vraiment fragilise notre capacité de protection contre ce virus. On est typiquement dans ce qu'on ne peut vraiment pas faire. Et quand les policiers l'expliquent, non pas une fois, mais de manière répétée, qu'à un moment donné, il y ait effectivement amende, sinon il n'y a plus de règles. Sinon, il n'y a plus de règles. Ça, ce n'est pas un cas de litige. Ce n'est pas un cas de litige. Il peut y avoir des cas de litige, ce n'est pas un cas de litige. C'est un cas où on explique de manière répétée la règle et où, manifestement, quelle qu'en soit la raison, en tout cas, la règle n'est pas respectée. Et là, la société doit se protéger quand il y a un péril comme celui-là. C'est pas une blague, quoi. C'est pas une blague. Vous savez qu'on a entre 2 et 4 fois plus de décès par semaine avec cette crise à Molenbeek que ce qu'on a en temps normal, hein. Donc on a des dizaines de personnes qui décèdent, rien que pour Molenbeek. Alors, non, la règle, elle doit être appliquée. Nous revoici, nous revoilà. La prochaine fois, qui on voit? Encore une femme. Mais il n'y a que des femmes à Molenbeek qui règnent, c'est fantastique. Et cette fois-ci, nous avons une dame avec du caractère. Madame Gloria Garcia Fernandez. Elle n'a pas choisi le plus facile non plus. La culture, la cause sociale, la jeunesse. La prochaine fois, au rendez-vous.